Bonjour chers apprenants, chers élèves. Nous sommes aujourd'hui mercredi 13 mai 2020 et après avoir bouclé le thème 5 intitulé l'histoire, aujourd'hui nous allons amorcer le thème 6 intitulé l'État et le pouvoir politique. Il sera question de dégager dans un premier temps les différentes acceptions, ou j'allais dire la définition des notions comme l'État, la nation, mais aussi la patrie, avant de rentrer sur les conceptions de l'État, mieux encore les différentes théories de l'État. Avant de dégager les conceptions des philosophes, nous sommes dans l'obligation de chercher d'abord à circonscrire qu'est-ce qu'on entend par l'État, qu'est-ce qu'on entend par la nation et qu'est-ce qu'on entend par la patrie. Très rapidement, je vais commencer par vous confirmer que l'État est le pouvoir politique. Partons déjà du thème, aucun État ne peut exister sans pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est comme l'instrument au service de l'État pour parvenir à ses buts ou pour faire régner l'ordre. Par exemple, ici, sur les définitions des concepts, nous allons d'abord chercher à saisir qu'est-ce qu'on entend par l'État. Ou le concept tout simplement État. Puisque c'est un concept. L'État. État vient du latin. Excusez-moi de mettre égal. Vient du latin. Vient du latin stare. Ou encore status. Qui signifie le fait de se maintenir, qui donne en français le fait de se maintenir. Dès lors, on peut dégager partant de cette étymologie, nous pouvons définir l'État comme l'ensemble des institutions, mieux encore les organes, juridiques, militaires et administratifs qui nous facilitent dans la gestion d'un pays. La gestion d'un pays découle de l'État. Je répète, l'État peut se définir comme l'ensemble des institutions militaires, juridiques et administratives d'un pays. Partons de cette définition de l'État, nous allons chercher maintenant à saisir la nation. La nation. La nation vient toujours du latin natus, qui donne en français le mot naissance, La nation est donc définie comme la communauté d'hommes vivant sur un territoire et jouissant d'une souveraineté. La nation peut se définir comme l'ensemble, ou j'allais dire l'ensemble ou la communauté d'hommes vivant sur un territoire donné et jouissant d'une souveraineté. Et le troisième concept qui prête un peu à confusion, c'est la patrie. La patrie.
La patrie vient du latin toujours. Patria vient du latin. Patria. Ou encore pater. Qui donnera le concept de père en français. Nous pouvons définir la patrie comme la terre où l'on est né, où l'on a des origines et on reste très attaché à cette terre. C'est une terre natale qu'on n'est pas prêt à trahir. On reste très attaché à cette terre. Et c'est ce concept de patrie qui donnera le concept patriote. Un patriote est un citoyen qui est prêt à donner même sa vie pour sa terre. Quelqu'un qui est prêt à accepter la mort s'il y a lieu de se battre pour son pays, ou j'allais dire pour sa patrie, un citoyen est prêt à le faire. C'est ce qu'on appelle par la patrie. Partons de ces différentes définitions de ces concepts, nous allons passer à l'État, notamment les différentes théories de l'État. Et sur les différentes théories de l'État, nous allons chercher à savoir quelles sont les deux théories qui se dégagent. La première théorie confère à l'État le rôle d'arbitre social. L'État est considéré comme un arbitre social. L'État est considéré comme un arbitre social. L'État est considéré comme un arbitre social. Excusez-moi. L'État est égal à arbitre social. Mais avant de rentrer en profondeur de l'explication ou de la conception de l'État comme arbitre social, il y a un concept qui attire notre attention, c'est le concept d'arbitre. Qu'est-ce qu'un arbitre? Ngekou, qu'est-ce qu'un arbitre? Vous suivez les matchs de football, vous suivez les matchs. On utilise le concept d'arbitre. Qu'est-ce qu'un arbitre? Très bien. L'arbitre est un juge infaillible. Arbitre est égal au juge infaillible. Ça veut dire quelqu'un, un juge infaillible, un juge impartial, l'arbitre. Quelqu'un qui ne peut pas se tromper, quelqu'un qui n'a pas de parti pris. C'est quelqu'un qui est pratiquement au milieu dans les décisions. Quelqu'un qui ne soutient pas une cause pour une autre. Mais quelqu'un qui se place au milieu. C'est comme un régulateur. Voilà, le concept que je cherchais. Un régulateur. Un régulateur. Partons de cette définition. Pourquoi on consacre à l'État le titre d'arbitre social ou le rôle d'arbitre social? Mais l'on confère tout simplement à l'État le rôle d'arbitre social parce que, selon les philosophes, 2 philosophes seront à l'œuvre, sinon 3. Baruch de Spinoza. Spinoza
va rédiger un ouvrage magnifique intitulé Traité théologico-politique. Traité théologico-politique. Théologico-politique. Mais bien avant ce philosophe, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes va publier un ouvrage magnifique intitulé Le Léviathan. Hobbes. Hobbes va nous démontrer que hors de la société ou en dehors de la société, les hommes vivent dans une situation de guerre éternelle entre eux, dans une situation de guerre perpétuelle. L'État arrive pour mettre fin à la barbarie, ou j'allais dire à la sauvagerie naturelle. Dès lors, l'État joue le rôle d'arbitre. L'État devient un instrument au service des hommes pour canaliser les passions des hommes. L'État arrive à canaliser les passions. Parce que n'oubliez pas qu'un homme, Hobbes va démontrer qu'il y a des passions. Il y a un sentiment d'agressivité qui est naturel en lui. Mais la présence de l'État arrive pour contrôler ou canaliser les passions, afin que la justice y règne. L'État devient un instrument au service de l'homme pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. À la suite de ce philosophe Thomas Hobbes, nous passons à Spinoza qui a publié le traité théologico-politique. Spinoza va montrer que le but réel, sinon la fonction de l'État, est de garantir la liberté des citoyens. Arbitrer les conflits. Mais en arbitrant les conflits, l'État ne doit pas se pencher sur deux parties qui sont en conflit. L'État ne peut pas se pencher sur une partie. L'État joue le juste milieu. L'État est là pour sanctionner, sinon pour réguler la conduite des hommes, afin d'éviter une domination des citoyens. Dès lors, l'État devient indispensable pour les hommes, parce que l'État permet aux humains ou aux citoyens de vivre dans la quiétude. J'allais dire dans la taraxie. Si nous étions chez Épicure, j'utiliserais le concept de taraxie. La taraxie, qui signifie une paix intérieure. À la suite de ces deux philosophes, le philosophe Hegel va lui aussi montrer le caractère incontournable de l'État. Va démontrer que la vie ne peut avoir un sens que dans un État donné. Sans État, les hommes ne peuvent pas exister. Sinon, l'existence sera chaotique. Parce que l'État est là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Hegel va même utiliser un concept fort. L'État, chez Hegel, c'est Dieu sur terre. Hegel. Et Hegel déroule toute sa théorie sur l'État dans son ouvrage intitulé « Les principes de la philosophie du droit ».
Voilà. Cet ouvrage a eu le mérite où Hegel expose essentiellement sa conception politique, sinon la conception de l'État. Quand Hegel compare l'État à Dieu, parce que l'État est là pour le bonheur, ou j'allais dire pour le bien vivre de ses citoyens. Pense Hegel. L'État fait éviter la barbarie et l'arbitraire. Pense Hegel. Hegel pense qu'aucun développement n'est possible sans État. Le développement des citoyens ou de la société découle d'abord d'un État. L'État est là pour faciliter même le développement de ses citoyens. Donc s'il n'y a pas d'État, le chaos régnerait. Nous allons d'abord nous arrêter là pour prendre note. Après, nous allons revenir sur les conceptions critiques qui constituent comme l'antithèse, parce que nous avons deux conceptions. Une première conception, retenez en bref l'État comme arbitre social. Il s'agit des philosophes qui défendent l'État, qui pensent que l'existence de l'État donne un sens à la liberté, que par l'existence de l'État, les citoyens vivent dans la sécurité. Bref, ils ne peuvent s'en passer de l'État. L'État devient un instrument, ou j'allais dire un organe incontournable. Pense Hobbes, Spinoza et Hegel. À la suite de ces trois philosophes, nous allons voir les conceptions critiques. Donc s'il y a une dissertation, il y aura la thèse et l'antithèse. Et je crois que si on peut vous interroger sur l'État, il y aura à boire et à manger. Parce que les conceptions critiques viennent démontrer le caractère autoritaire, ou j'allais dire le caractère répressif de l'État. L'État est violent vis-à-vis des citoyens. Ça, c'est mettre juste la charrue avant le bœuf. On revient très rapidement. Nous sommes sur l'État. On va relever l'introduction avant de prendre le grand 1. Sans plus tarder à la ligne, chers apprenants, oui, nous allons relever notre introduction. L'homme ne vit pas seul. L'homme ne vit pas seul. Virgule, mais en société avec ses semblables. L'homme ne vit pas seul, mais en société avec ses semblables. L'homme ne vit pas seul, mais en société avec ses semblables. Point. Cette vie communautaire, que veut dire la vie communautaire? Cette vie communautaire. Cette vie communautaire. Que veut dire communautaire? Donc communautaire, quel est le concept que nous pouvons soutirer? Communautaire, quel est le concept que nous pouvons extraire là? La communauté. Très bien, très bien. La communauté. Donc communautaire, on peut extraire le concept de communauté. Mais la communauté, c'est quoi? C'est un groupement d'individus, ou j'allais dire de façon simple, vivre ensemble. C'est ça la vie en communauté. Est-ce que vous avez déjà vu un État au monde où il n'y a qu'un seul citoyen? Non. Qui dit la présence de l'État dit la présence de plusieurs individus. D'où l'expression communautaire. Je vais bien écrire le E. D'où l'expression communautaire. Donc cette vie communautaire impose. Cette vie communautaire impose. Cette vie communautaire impose, virgule, pour son organisation. Cette vie communautaire impose, pour son organisation et sa gestion,
pour son organisation et sa gestion. Pour son organisation et sa gestion, virgule, l'institution, des organes et d'un pouvoir. L'institution des organes et d'un pouvoir légalement établi. Et d'un pouvoir légalement établi. Et d'un pouvoir légalement établi. Vous pouvez déjà comprendre pourquoi on dit l'État et le pouvoir politique. Aucun État ne peut exister sans le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme l'instrument au service de l'État pour faire régner l'ordre. Nous utilisons la police, l'armée, la gendarmerie. L'armée, la police et la gendarmerie font partie du pouvoir. Quand l'État veut faire régner l'ordre à un endroit donné du territoire, l'État, c'est une personne morale. L'État ne peut pas se déplacer. Mais l'État envoie ces organismes de répression qui font partie du pouvoir pour appliquer la politique de l'État. Vous n'avez jamais vu le chef de l'État descendre dans la rue pour aller faire régner l'ordre. Au nom de l'État, il prend une mesure et le pouvoir politique applique, ou le pouvoir applique. Le pouvoir ici, ce sont ces organismes de répression chargés à veiller à l'exécution des mesures. L'État a pris des mesures contre le coronavirus, mais c'est le pouvoir politique qui veille à l'application de ces mesures. Vous n'avez jamais vu des ministres dans la rue, mais ce sont des militaires, les gendarmes et autres qui constituent le pouvoir. Raison pour laquelle on dit l'État et le pouvoir. Aucun État au monde ne peut exister sans pouvoir. Voilà. Organe d'un pouvoir légalement établi. Point. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'État et du pouvoir politique. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'État et du pouvoir politique. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'État et du pouvoir politique. Point. La réflexion philosophique porte essentiellement, sur l'essence et la fonction véritable de l'État. Sur l'essence et la fonction véritable de l'État. L'essence au tableau. Sur l'essence et la fonction véritable de l'État. Sur l'essence et la fonction véritable de l'État. Qu'est-ce qu'on entend par le concept essence? L'essence ne renvoie pas à l'origine, hein? Faites attention. L'essence renvoie à la nature. Quand on parle de l'essence, il est question de la nature ou encore des caractéristiques. Mais ici, c'est plus commode de dire la nature. Sur l'essence et la fonction véritable de l'État, virgule, sur ce que serait le pouvoir politique. Sur ce que serait le pouvoir politique. Sur ce que serait le pouvoir politique. Sur ce que serait le pouvoir politique et sur les rapports. Sur ce que serait le pouvoir politique et sur les rapports. Et sur les rapports qu'il y a entre le citoyen, l'État et le pouvoir politique. Et sur les rapports qu'il y a entre
le citoyen, virgule, l'État et le pouvoir politique. Point. On note à ce sujet. On note à ce sujet. On note à ce sujet. On note à ce sujet une divergence d'opinion. Une divergence. Pourquoi on dit divergence d'opinion? Pourquoi il y a une divergence d'opinion? Parce que tous les philosophes ne partagent pas la conception qui place l'État comme arbitre social. Il y a des philosophes qui pensent que l'État va plus loin. Voilà, la divergence se situe à ce niveau. Il y a des défenseurs de l'État. Les trois philosophes qui sont au tableau pour l'heure sont des défenseurs de l'État. Ceux qui pensent que l'État a sa raison d'être. Sans l'État, la vie n'aura pas de sens. Mais d'autres philosophes viendront déconstruire cette conception pour démontrer le caractère violent, le caractère problématique de l'État. Car l'État finira par se comporter en instrument de barbarie, en instrument de répression vis-à-vis de ses propres citoyens. Et dès lors, le philosophe Karl Marx n'hésitera pas d'appeler à la disparition de l'État. Il est très clair, l'État doit disparaître pour que les citoyens puissent reconquérir leur liberté. Nous sommes encore sur la divergence d'opinion. Point. Ainsi, virgule, dans un premier temps, il sera question. Dans un premier temps, il sera question. Dans un premier temps, il sera question de définir les concepts, de l'État, virgule, la nation et la patrie. De définir les concepts de l'État, la nation et la patrie. Il sera question de définir les concepts de l'État, la nation et la patrie. Point. Dans un deuxième temps, virgule, il s'agira d'expliquer les théories de l'État. Il s'agira d'exposer ou d'expliquer les théories de l'État. D'exposer les théories de l'État. Point. Et enfin, virgule, nous analyserons au tableau. Nous analyserons
nous analyserons le pouvoir politique et ses différentes formes d'expression le pouvoir politique et ses différentes formes d'expression, virgule, avant de conclure sur les rapports entre le citoyen, virgule, l'État et le pouvoir politique. État, ici, il faut écrire avec grand E. Sur les rapports entre le citoyen, l'État et le pouvoir politique. Point. Grand 1, définition de l'État. Vous écrivez définition de l'État. Définition de l'État, virgule, la nation et la patrie. Définition de l'État, la nation et la patrie. Définition de l'État, la nation et la patrie. Nous venons déjà de décortiquer cela ici au niveau des explications. À la ligne, on peut avancer. Du latin stare, ou status, du latin stare ou status, qui veut dire se maintenir, qui veut dire se maintenir, virgule, l'État désigne l'ensemble des institutions. L'État désigne l'ensemble des institutions. L'État désigne l'ensemble des institutions. Des institutions. L'État désigne l'ensemble des institutions, entre parenthèses, organes. Ce sont des organes aussi. L'ensemble des institutions, entre parenthèses, organes. L'ensemble des institutions, entre parenthèses, organes. Juridiques. Organes juridiques. Juridiques. Sur la même ligne, virgule, militaire et administrative. L'ensemble des institutions, entre parenthèses, organes, juridiques, militaires et administratives. Et administratives. Et administrative qui gère un pays. Qui gère un pays. Point. C'est un organe impartial. C'est un organe impartial.
c'est un organe impartial. C'est un organe impartial au tableau. L'État est impartial parce que l'État n'a pas de parti pris. Pas de parti pris pour une situation qui oppose deux ou plusieurs citoyens. L'État ne viendra jamais se pencher du côté de X, même quand il a tort. L'État ne fait que la justice. L'État n'assure que cette justice. C'est un organe impartial et impersonnel. Et impersonnel. Et impersonnel. Quand je dis l'État est impersonnel, personne ne porte le nom de l'État. Mais on ne peut qu'agir au nom de l'État. C'est une personne morale. L'État n'est pas une personne physique pour dire voilà l'État congolais qui passe. Non. L'État, c'est une personne morale. Sauf que quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, il agit au nom de l'État. Mais l'État n'est pas une personne physique. Donc l'État est impersonnel. Et impersonnel, doté d'une puissance institutionnelle. Doté, c'est l'État qui est doté d'une puissance institutionnelle. Doté d'une puissance institutionnelle. Doté d'une puissance institutionnelle. Doté d'une puissance. Doté d'une puissance institutionnelle. Doté d'une puissance institutionnelle. Point. L'État est institué sur un territoire au nom d'une nation. L'État est institué. L'État est institué au nom d'une nation. Vous voyez le rapport qui commence à se dégager entre les trois concepts. L'État, donc l'État s'applique dans une nation. L'État est institué au nom d'une nation dans laquelle vit avec T, dans lequel vit une communauté d'hommes. Une communauté d'hommes. Donc la nation peut devenir la patrie. Une communauté d'hommes qui forment la patrie. Point. On va prendre le deuxième concept, du latin natus, du latin, on me soit un peu concentré, du latin natus, qui signifie naissance, virgule, du latin natus, qui signifie naissance,
virgule, la nation est une communauté d'hommes. La nation est une communauté d'hommes. La nation est une communauté d'hommes installée sur un territoire. La nation est une communauté d'hommes installée sur un territoire, virgule, un pays ayant des frontières déterminées. Ayant des frontières déterminées. Donc je reprends pour la bonne compréhension. Du latin natus, qui signifie naissance, la nation est une communauté d'hommes installée sur un territoire, virgule, un pays ayant des frontières déterminées, et dans lequel se trouve avec ENT, et dans lequel se trouvent des individus libres. Dans lequel se trouvent des individus libres. Virgule, jouissant d'une souveraineté. Jouissant d'une souveraineté. Je parle des individus libres, jouissant d'une souveraineté. Jouissant d'une souveraineté. Dans le concept de souveraineté, nous avons le concept de souverain. Ça veut dire quelqu'un qui décide librement. Il n'a pas de pression extérieure à recevoir. Jouissant d'une souveraineté. Et politiquement organisé. Les individus libres jouissant d'une souveraineté et politiquement organisé. Organisé, ES, E accent aigu S. À la ligne, la patrie. La patrie. Le concept est même déjà au tableau. La patrie vient du latin. Patria. On n'a pas dit patricia. Non. Vient du latin patria ou pater. Ou pater, qui veut dire père. Qui veut dire père. Père comme papa. Qui veut dire père. Virgule. La patrie désigne la terre où l'on est né. La terre où l'on est né. Autrement dit, c'est la terre natale. La terre où l'on est né, ou dont on est originaire. Ou là comme étant ou bien, ou dont on est, ou dont on est originaire. À chacun de nous a sa terre natale bien sûr. Et on est fier d'aller toujours toucher sa terre natale. Originaire, nous avons le concept d'origine. Donc on est originaire. Vous n'allez pas me demander d'expliquer le concept originaire parce qu'il s'agit de là où vous revenez. Votre origine. Nous sommes tous à Brazzaville, mais nous n'avons pas les mêmes origines.
Mais même quand tu es né à Brazzaville, tu appartiens à l'ethnie. Et c'est par rapport à l'ethnie que tu vas reconnaître ton origine. Tu es né à Brazzaville, mais tes parents sont nés où? À Brazzaville. Mais si on remonte les arrière-grands-parents, on constatera forcément que vous revenez de quelque part, dont on est originaire. Point. Il s'agit d'un lien d'affinité. 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 Les liens d'affinité, les liens par exemple de famille, les liens de parenté. Il s'agit d'un lien d'affinité. C'est d'un lien d'affinité, virgule, d'attachement. D'attachement. Un lien d'affinité, virgule, attachement avec deux T, D apostrophe attachement. Et d'amour qui unifie un homme à ses origines. D'amour qui unifie. Qui unifie un homme à ses origines culturelles et linguistiques. À ses origines culturelles et linguistiques. À ses origines, qui unifie un homme à ses origines culturelles et linguistiques. À ses origines culturelles et linguistiques. Qu'est-ce qu'on entend par linguistique? La langue. Tu es à Brazzaville, dès que tu entends quelqu'un parler Téké, à tes côtés, ou je ne sais pas, Mbeti, tu te retrouves parce que tu penses à tes origines. Ici, nous sommes en train de discuter en français, mais tu vois quelqu'un à côté de toi qui parle Téké, et c'est ta langue. Il y a comme un sentiment de joie ou d'attachement. Tu te dis au fond de toi, c'est mon parent. Parce qu'il y a un lien d'affinité, d'attachement et d'amour. Tu te dis que nous revenons du même coin. Linguistique, point. Nous allons passer aux différentes théories de l'État. Explication des théories de l'État. Vous mettez le petit 1. L'État comme arbitre social. Arbitre social. L'État comme arbitre social. Donc, l'arbitre, prenez l'exemple d'un match au football. Hein. L'arbitre, c'est celui qui se place au milieu pour condamner les fautes, pour sanctionner, mais aussi rétablir l'équilibre entre tous les joueurs. C'est comme dans la vie. L'État est là pour jouer le rôle d'arbitre. Celui qui se comporte mal, l'État l'envoie en prison. Celui qui tue quelqu'un, celui qui fait du mal, l'État est là pour trancher les litiges entre les citoyens, mais aussi garantir la sécurité de tout un chacun. Raison pour laquelle on appelle l'État arbitre social. L'État n'est pas là pour vouloir le mal d'un citoyen. À la ligne, un arbitre
Un arbitre est un régulateur. Un arbitre est un régulateur, virgule, un juge impartial, un juge impartial, un juge impartial, vous mettez un point, dire que l'État est un arbitre social, signifie qu'il est régulateur du jeu social. Signifie qu'il est régulateur du jeu social. Signifie qu'il est régulateur du jeu social. Faisons preuve de neutralité qu'il est régulateur du jeu social, faisons preuve de neutralité et d'impartialité. Oui, et d'impartialité. Faisons preuve de neutralité et d'impartialité. Neutralité, nous avons neutre, ne pas avoir de parti pris. Faisons preuve de neutralité et d'impartialité. Point. Cette conception est développée par les philosophes comme Hobbes au tableau, Hobbes, Spinoza et Hegel. Par les philosophes comme Hobbes, Spinoza et Hegel. Par les philosophes comme Hobbes, Spinoza et Hegel. Point. À la ligne. Dans son ouvrage intitulé Le Léviathan, au tableau, dans son ouvrage intitulé Le Léviathan, virgule, vous soulignez le Léviathan, puisque tous les titres des ouvrages sont à souligner, virgule, Thomas Hobbes, pour faire écrire Thomas ici. Thomas Hobbes développe une conception où à l'origine les hommes vivaient dans la guerre. Développe une conception où à l'origine les hommes vivaient dans la guerre perpétuelle. Vivaient dans la guerre perpétuelle. Point. L'État a eu pour fonction de les faire sortir de l'état de nature ou d'animalité
l'État a eu pour fonction de les faire sortir de l'état de nature ou d'animalité, de les faire sortir de l'état de nature ou d'animalité, de les faire sortir de l'état de nature ou d'animalité, des apostrophes animalité, animal, de les faire sortir de l'état de nature ou d'animalité, en instaurant la paix. En instaurant la paix. Point. D'où des apostrophes O-U accent. D'où le passage de l'état de nature à l'état de société. D'où le passage de l'état de nature à l'état de société. D'où le passage de l'état de nature à l'état de société. Point. L'état devient donc indispensable. L'état devient donc indispensable car il assure la sécurité des personnes et de leurs biens. Car il assure la sécurité des personnes et de leurs biens. La sécurité des personnes et de leurs biens. Et de leurs biens. La sécurité des personnes et de leurs biens. Point. À la ligne. Toujours avec obs. Toujours avec obs. Toujours avec obs. La liberté n'est possible que dans un état donné. La liberté n'est possible que dans un état donné. La liberté n'est possible que dans un état donné. Point. Dans cette optique, virgule, il déclare dans le Léviathan, dans cette optique, virgule, il déclare dans le Léviathan, deux points, on ouvre les guillemets. Dans cette optique, il déclare dans le Léviathan, deux points, on ouvre les guillemets. La guerre de tous contre tous, la guerre de tous contre tous, est la résultante des passions. La guerre de tous contre tous est la résultante. La guerre de tous contre tous est la résultante des passions. Passion au tableau. Est la résultante des passions qui, virgule, ne peut cesser qu'avec l'instauration de l'État. 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 Point, fermez les guillemets. À la ligne, dans cette même perspective, perspective au tableau, dans cette même perspective, virgule, Spinoza au tableau, Spinoza pense que l'État n'a d'autre mission que d'arbitrer les conflits entre les citoyens. D'arbitrer les conflits
les conflits entre les citoyens. Point. Son but final et sa fonction. Son but final et sa fonction consiste, ENT, son but final et sa fonction consiste à sauvegarder les acquis. À sauvegarder les acquis. À sauvegarder les acquis. Et à garantir la sécurité du peuple. Point. Donc le rôle de l'État, c'est ça. L'État est là pour garantir notre sécurité. Point. Ainsi, virgule, l'État préserve la liberté. L'État préserve la liberté, virgule, la dignité, l'État préserve la liberté, virgule, la dignité. L'État préserve la liberté, virgule, la dignité du citoyen. La dignité du citoyen en promouvant ses droits et devoirs. En promouvant ses droits et devoirs. Point. Il s'agit des droits suivants. Il s'agit des droits suivants. 2 points. Le droit à la vie, virgule, à la liberté d'expression, à la liberté d'expression, virgule, à l'éducation, au travail. On met les points de suspension. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres. Il y a l'égalité des chances. Vous faites un concours, vous avez les mêmes chances. L'État veut que le meilleur soit déclaré admis. C'est à juste titre. C'est à juste titre que Spinoza, dans son ouvrage Traité théologico-politique, qui est déjà mentionné au tableau, c'est à juste titre que Spinoza, dans son ouvrage Traité théologico-politique, affirme 2 points, tu ouvres les guillemets. Dans son ouvrage Traité théologico-politique, affirme 2 points, tu ouvres les guillemets. Il résulte, le verbe résulter, il résulte avec la dernière évidence. Il résulte avec la dernière évidence. Il résulte avec la dernière évidence que la fin dernière de l'État. Que la fin. Ici, la fin, pas comme l'arrêt, pas comme la cessation, mais la fin comme finalité. Autrement dit, ce que l'État vise. La fin dernière de l'État n'est pas la domination. Il résulte avec la dernière évidence que la fin dernière de l'État, n'est pas la domination. Que la fin dernière de l'État n'est pas la domination. Virgule, ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte.
Ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte. Ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte. Et faire qu'il appartienne. Ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte. Et faire qu'il appartienne. Et faire qu'il appartienne. Et faire qu'il appartienne. Et faire qu'il appartienne à une autre force. Et faire qu'il appartienne à une autre force que l'État ait instituée. À une autre force que l'État ait instituée. Point virgule. Au contraire, c'est pour libérer l'individu de la crainte. C'est pour libérer l'individu de la crainte. C'est pour libérer l'individu de la crainte. Virgule. Pour qu'il vive. Pour qu'il vive. Pour qu'il vive autant que possible en sécurité. Pour qu'il vive autant que possible en sécurité. Vous fermez les guillemets et vous mettez un point. On va prendre le dernier philosophe pour boucler avec la conception de l'État comme arbitre social, notamment Hegel. Je vais synthétiser un peu la pensée de Hegel. À la ligne. À la suite de Spinoza, virgule, Hegel fait savoir que l'État est la plus haute juridiction de la société. Ah, il est magnifique, Hegel. Hegel fait savoir que l'État est la plus haute juridiction de la société. Que l'État est la plus haute juridiction de la société. Point. C'est une institution qui protège les citoyens. 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 Point. L'État est pour Hegel un Dieu sur terre. Il est clair, c'est Dieu ici l'État. Même quand nous avons des situations, nous n'allons pas demander l'aide à quelqu'un d'autre, mais nous demandons l'aide à l'État toujours. L'État est pour Hegel un Dieu sur terre. Dieu avec grand D. L'État est pour Hegel un Dieu sur terre qui assure la justice sociale. L'État est pour Hegel un Dieu sur terre qui assure la justice sociale en luttant contre la barbarie. Donc la sauvagerie. En luttant contre la barbarie. En luttant contre la barbarie et l'arbitraire. En luttant contre la barbarie et l'arbitraire. Point. Le mieux vivre de l'homme, c'est dans un état. Le mieux vivre de l'homme, le mieux vivre. Le mieux vivre de l'homme,
c'est dans un état. Le mieux vivre de l'homme, c'est dans un état. Point. Dans les principes de la philosophie du droit, je reprécise, il n'y a pas de confusion. Descartes avait écrit les principes de la philosophie. Hegel a écrit les principes de la philosophie du droit. Dans les principes de la philosophie du droit, tu soulignes le principe de la philosophie du droit, pour ne pas dire vous soulignez les principes de la philosophie du droit. Hegel déclare, deux points, on ouvre les guillemets, il n'y a de développement de l'individu libre. 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 Il n'y a de développement de l'individu libre qu'à la faveur de l'État émancipateur. Qu'à la faveur de l'individu libre, qu'à la faveur de l'État émancipateur. Qu'à la faveur de l'État émancipateur. Ça veut dire quoi? L'État qui favorise l'émancipation ou le développement. Qu'à la faveur de l'État émancipateur, virgule, dont les hommes sont eux-mêmes les agents. Dont, si je dis dont, c'est pour que vous sachiez qu'il y a T à la fin. Dont les hommes sont eux-mêmes les agents, virgule, s'élevant ainsi à la dimension. S'élevant ainsi à la dimension universelle. Fermez les guillemets, je vais expliquer rapidement la citation. Hegel veut juste démontrer il n'y a de développement de l'individu libre qu'à la faveur de l'État émancipateur. Ça veut dire quoi? Un individu libre pour se développer n'a besoin que d'un État. Il ajoute même de l'État émancipateur. C'est l'État qui facilite même le développement parce que l'émancipation n'est autre que l'épanouissement ou le développement, voire le progrès ou le sort. Pour se développer, on a besoin de l'État. Mais dans quelle mesure on a besoin de l'État? Dont les hommes sont eux-mêmes les agents, s'élevant ainsi à la dimension universelle. Mais quand on parle de l'État, il s'agit de toi et moi. Les hommes contribuent à l'activité de l'État pour arriver à une dimension générale. L'État n'est pas une personne, mais l'État, c'est l'ensemble d'individus. Et raison pour laquelle on dit l'État, c'est une personne morale. Vous mettez un point à la ligne. Petit 2, l'État comme instrument de domination et d'aliénation. Permettez-moi de nettoyer l'État comme arbitre social. Comme instrument de domination et d'aliénation. L'État comme instrument de domination et d'aliénation.
Voilà. Là, il y a à boire et à manger. Nous avons montré l'État comme arbitre social. Nous avons essentiellement dans cette partie montré le côté altruiste de l'État. Comment l'État vise le bonheur de ses citoyens. Comment l'État garantit la sécurité. Comment l'État peut conduire ses citoyens vers la liberté. Avec ces trois philosophes, Thomas Hobbes, Spinoza et Hegel. Tout à l'heure, nous allons passer à l'État comme instrument de domination et d'aliénation. Il faut d'abord chercher à saisir les quintessences des concepts de domination et d'aliénation. La domination n'est autre que l'oppression, ou le fait de mettre quelqu'un dans une situation d'esclavage. Quelqu'un qui est dominé, c'est quelqu'un qui fait la volonté de quelqu'un sans pourtant le vouloir. Il y a comme une pression qui t'oblige à accomplir ce que tu es en train de faire. Là, nous sommes dans la domination. L'aliénation, il faut prendre dans le sens de celui qui n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Un aliéné, c'est comme quelqu'un qui est possédé. C'est comme quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui demande. Donc, les deux concepts vont de pair. L'État devient un instrument de domination et d'aliénation. Mais vis-à-vis de quel? Vis-à-vis de ses propres citoyens. L'État devient un appareil répressif. L'État favorise l'injustice, ou j'allais dire, l'État favorise une classe au profit d'une autre. Disait Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Karl Marx va publier un ouvrage majeur intitulé Manifeste du Parti communiste, qui est en quelque sorte un ouvrage de propagande politique que beaucoup de politiciens utilisent. Et c'est dans cet ouvrage que Marx va nous démontrer la dimension partiale de l'État, pour dire que chez Karl Marx, l'État a toujours des partis pris. L'État est au service de la classe dirigeante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour Karl Marx, ceux qui sont au pouvoir ont plus d'avantages que ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de la couverture de l'État pour appliquer une justice à double vitesse. Voilà la dimension de l'État chez Karl Marx. C'est un instrument d'assujettissement, un instrument de domination et d'oppression. L'oppression, l'État par son pouvoir politique, ou j'allais dire, par ses organismes de répression, peut appliquer la violence à tout moment. Quand la police arrive pour l'intervention par rapport à une situation donnée, parfois, les policiers arrivent sans pourtant poser des questions, appliquent la force. C'est ce que Marx dénonce. Marx va même appeler à la disparition totale de l'État, parce que l'État devient comme l'ennemi du citoyen. Le citoyen qui vit dans un État pense peut-être que l'État sera là pour le sécuriser, mais plutôt, Karl Marx pense que l'État est là pour nuire à sa propre sécurité. Et à la suite de Karl Marx, nous avions Max Stirner, qui va publier un ouvrage magnifique, L'unique et sa propriété. Je vais d'abord écrire les noms des philosophes. Karl Marx, c'est le manifeste du Parti communiste. Karl Marx est dans le manifeste du Parti communiste. Max Stirner. Max Stirner, le titre de l'ouvrage de Max Stirner est déjà révélateur. L'unique
et sa propriété. Qu'est-ce qu'il veut montrer déjà par le titre? Un homme et ses biens. S'il faut déchiffrer le titre de l'ouvrage de Stirner. Mais pourquoi il dit un homme et ses biens? Parce que pour lui, l'individu a été toujours maltraité dans un état. Mais je rappelle que c'est un philosophe anarchiste. C'est un philosophe qui pense que vivre dans un état signifie accepter de ne jamais être libre. Vivre dans un état signifie se sacrifier ou sacrifier sa liberté. Accepter de ne jamais être libre. Car l'État, par ses lois, l'État finira toujours par contraindre l'individu de faire ce qui ne découle même pas de sa volonté. Et par conséquent, Stirner va dire, l'État est là pour enchaîner, borner, subordonner l'individu. Enchaîner, c'est comme quelqu'un qui se retrouve dans les chaînes dans un état. Quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer sa propre volonté. Nous allons d'abord prendre note et nous allons revenir ici même prochainement. À la ligne, l'État n'est pas toujours un arbitre social. L'État n'est pas toujours un arbitre social. L'État n'est pas toujours un arbitre social. L'État n'est pas toujours un arbitre social, point. Il est plutôt, selon les marxistes, virgule, un instrument de domination. Quand on parle de marxisme, on voit Karl Marx et ses disciples. Marx, Lénine, Stirner. C'est ceux-là qui constituent les marxistes. Mais quand on parle de la conception marxienne, il s'agit essentiellement de Karl Marx. Donc il faut faire cette nuance. Il est plutôt, selon les marxistes, virgule, un instrument de domination. Un instrument de domination. Point. Par domination, on entend. Par domination, on entend. Par domination, on entend. L'oppression. Par domination, on entend l'oppression. Virgule, l'assujettissement. 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 Ou encore, le fait de vivre dans une domination totale. L'assujettissement. Le fait de vivre dans une domination totale. Le fait de vivre dans une domination totale. Point. Point à la ligne. En effet, virgule. En effet, virgule. L'État pour Marx, Karl Marx. L'État pour Marx. Il y a une différence entre Marx et Marx. Marx, tout simplement avec AX. Marx, c'est Karl Marx. L'État pour Marx est un organe au service d'une classe. Est un organe au service d'une classe. Est un organe au service d'une classe. À savoir la classe économiquement dominante. La classe économiquement dominante. Point.
la classe économiquement dominante. Point. Économiquement dominante. Point. Il n'existe que, vous y êtes à la ligne, économiquement dominante. Point. Il n'existe que pour réprimer. Il n'existe que pour réprimer. Il n'existe que pour réprimer. Virgule, mater. Pour réprimer. Virgule, mater. Virgule, dominer. Et opprimer. Et opprimer. Comprenez? Mater, réprimer, mater, dominer et opprimer les faibles afin de préserver les intérêts. Afin de préserver les intérêts. Je veux reprendre l'explication de Marx pour la bonne compréhension. Afin de préserver les intérêts. Karl Marx a dit dans une société, il y a des classes et divisions. Nous avons par exemple les maîtres. Là, nous avons des esclaves. Les esclaves travaillent pour les maîtres. Les maîtres font partie de la classe dominante parce qu'ils ont des moyens, ils ont l'argent. Leur but, c'est de continuer à exploiter les esclaves pour rester, mais avec la complicité de l'État. Puisqu'ils ont l'argent, l'État n'arrive pas à empêcher aux maîtres de continuer à faire travailler les esclaves pendant que les esclaves continuent à croupir dans la souffrance. Alors que le rôle de l'État devait être de se mettre au milieu pour dire aux maîtres de bien payer les esclaves, d'alléger un peu les conditions de travail. Mais le maître n'a qu'une seule chose dans la tête, c'est l'intérêt. Je gagne beaucoup d'argent. Le reste, même si cela continue dans la souffrance, ça ne nous regarde pas. Mais l'État est là. L'État qui devait assurer le rôle peut-être d'arbitre arrive à compléter avec ceux qui ont les moyens pour continuer à marginaliser cela. Parce que dans cet argent que les esclaves sont en train de produire, ou l'argent qui constitue le fruit des esclaves, l'État bénéficie et les maîtres bénéficient. Donc l'État est toujours au profit de la classe dirigeante ou la classe dominante. Vous allez en justice, on celui qui a beaucoup d'argent et toi qui n'as rien. Le procès peut être aussi payé à l'image de Karl Marx. L'autre peut mettre les moyens, mais toi, dépourvu d'argent, on risquera parfois de te condamner encore. Réprimer, mater, dominer et opprimer les faibles afin de préserver les intérêts. Point. L'État esclavagiste est au service des maîtres. Esclavagiste. L'État esclavagiste est au service des maîtres. Ce sont les maîtres qui détiennent. L'État, c'est eux. Il n'y a pas de débat. L'État esclavagiste est au service des maîtres. Virgule. L'État féodal nous avons utilisé ces mêmes expressions quand nous avons abordé l'histoire. L'État féodal, virgule, au service des seigneurs. L'État féodal au service des seigneurs. Les appellations, c'est par moment de l'histoire. Quand on change d'époque, de l'Antiquité, le Moyen-Âge, on change aussi d'appellation. Sinon que ça veut dire la même chose. L'État féodal au service des seigneurs. Au service des seigneurs.
au service des seigneurs. L'État féodal au service des seigneurs. Et l'État capitaliste au service des bourgeois. Et l'État capitaliste au service des bourgeois. Bourgeois. Les hommes riches, ceux qui ont les moyens, au service des bourgeois. Au service des bourgeois. Point. C'est ainsi que Marx déclare dans le manifeste du Parti communiste. C'est ainsi que Marx déclare dans le manifeste du Parti communiste. Deux points, on ouvre les guillemets. Marx déclare dans le manifeste du Parti communiste, deux points, on ouvre les guillemets, l'État est le pouvoir organisé. L'État est le pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression d'une autre. L'État est le pouvoir organisé d'une classe, j'ai bien dit la classe dominante, d'une classe en vue de l'oppression d'une autre. Vous fermez les guillemets, vous mettez un point. En vue de l'oppression. En vue de l'oppression au tableau. En vue de l'oppression d'une autre. En vue de l'oppression d'une autre. Vous fermez les guillemets. Faute de temps, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons boucler la conception critique, où j'allais dire la conception de l'État comme instrument de domination et d'aliénation pour passer au pouvoir, j'allais dire aux différentes formes d'expression du pouvoir. Je vous remercie. À nous revoir prochainement. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.